de chaleur familiale qui n'ont pas de prix. Qui n'ont pas de prix parce qu'ils ont une valeur inestimable. Alors, depuis 2 jours, depuis 2 jours, j'ai vu des réactions qui m'ont pas plu. Comme ça, je suis très sincère. Condamné à mort, privé de mes enfants, privé de mon pays, privé de mes parents. Je vis une vie. Donc je ne peux que dire la vérité, en tout cas la vérité telle que je la conçois, telle que je la construis à travers mes investigations, mes enquêtes, mon travail de recherche et telle que je la ressens lorsqu'il s'agit de faire une analyse. Le 4 octobre dernier, la Coupe du Monde a été, la Fédération internationale de football a annoncé que le Maroc, l'Espagne et le Portugal seront le seul dossier qui sera retenu comme candidature unique pour organiser la Coupe du Monde de 2030. C'est une Coupe du Monde très particulière parce que la FIFA elle a annoncé ce 4 octobre dernier que la Coupe du Monde sera officiellement organisée pratiquement par le Maroc et l'Espagne et le Portugal, même si le vote officiel n'a pas été encore rendu public, mais il y a un accord entre les confédérations européennes, africaines et sud-américaines qui prévoit que même si le Maroc et l'Espagne et le Portugal seront les seuls candidats, au moins 3 rencontres auront lieu en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour fêter le centenaire de la Coupe du Monde qui a commencé, rappelez-vous, en Uruguay, en Amérique latine. Donc c'était important pour la FIFA qu'au moins 3 matchs seraient organisés dans ces 3 pays, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, qui sont les berceaux, si vous voulez, du football moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, c'est une Coupe du Monde qui sera très particulière en 2030 parce qu'elle va se dérouler sur 3 continents. L'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique avec le Maroc. Et le Maroc sera ainsi le 2e pays africain après l'Afrique du Sud qui va organiser une Coupe du Monde. Alors, la décision sera entérinée officiellement fin 2024, mais déjà, unanimement, les membres du comité exécutif du FIFA ont retenu le dossier du Maroc, du Portugal et de l'Espagne et l'option d'organiser 3 matchs. C'est pratiquement une décision qui est déjà prise, donc il n'y aura pas de suspense d'ici fin 2024. J'ai vu malheureusement des commentaires en Algérie, c'est une grande victoire pour le Maroc. C'est une grande victoire pour le Maroc que je ne comprends pas pourquoi on nous force à ne pas... Il y a des Algériens qui sont tellement... La marocophobie, malheureusement, ils sont tellement conditionnés par la propagande du régime algérien qu'ils veulent nous interdire d'exprimer notre joie, ou nos félicitations, ou d'exprimer notre bonheur de voir un pays frère, un voisin, un pays avec lequel nous avons une géographie commune, une histoire commune, avec lequel nous avons des liens humains très puissants. Combien de couples algéro-marocains, combien d'Algériens vivent au Maroc, combien de Marocains ont vécu en Algérie, combien de... La culture marocaine... Il n'y a pas un pays qui ressemble... Aussi, le pays le plus semblable à l'Algérie, c'est le Maroc, et le pays le plus semblable au Maroc, c'est l'Algérie. Du point de vue humain et sociologique, et culturel et religieux. Je ne parle pas du point de vue politique, les divergences et les différences sont énormes. Certains sur les réseaux sociaux, dans la presse algérienne, ont voulu nous faire le procès, et ont voulu criminaliser, nous culpabiliser, ou nous interdire, ou plutôt, nous criminaliser plutôt, c'est le terme le plus exact pour moi, criminaliser toute expression de bonheur, de joie, et toute expression de reconnaissance et de félicitations à l'égard du Maroc. Comme le Maroc est le voisin et l'adversaire géopolitique direct du régime algérien, quand le Maroc fait des grandes réalisations, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'applaudir, il ne faut pas le féliciter, c'est un ennemi, ça reste un ennemi, il faut le considérer comme un ennemi. Alors, alhamdoulilah, le Maroc n'a pas été mon ennemi, n'a jamais été mon ennemi, ne sera jamais mon ennemi, et ne sera jamais l'ennemi des Algériens et des Algériens, je suis sûr. Et il y a juste une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas assez, mais elle s'exprime, même sur les réseaux sociaux, n'est pas assez audible, parce que la minorité agissante à travers les injures, les insultes, les appels à la haine, les colibés racistes et tout ça, et la phobie, la xénophobie, elle est toujours plus agile, elle est toujours plus visible que la majorité silencieuse, mais la majorité silencieuse de notre pays est contente et même fière de ce Maroc qui a relevé le défi. Qui a réussi malgré tant d'années. À chaque fois, le Maroc, c'est pas la première fois où il était candidat. Le Maroc a essayé pendant de nombreuses années, le Maroc, si je ne me trompe pas, le Maroc a été candidat à la Coupe du Monde depuis la fin des années 90. C'est Balek,
la millième fois, il a été candidat en 1994, en 1998, en 2006, en 2010 et en 2026. En 2030, il a fini par gagner. C'est un exemple. Et ce n'est pas haram, et ce n'est pas mauvais, et ce n'est pas criminel, et ce n'est pas une trahison, ni un manque de patriotisme de prendre le Maroc pour un exemple. Je vais vous donner aujourd'hui 2 exemples, parce que je ne vais pas me contenter de l'exemple marocain. Si je me contente de l'exemple marocain, on va m'accuser d'être un agent du Maroc, un agent du Makhzen, un vendu, un traître, etc. Je vais prendre l'exemple marocain et l'exemple égyptien. Je vais prendre l'Égypte et le Maroc. Et cette émission sera intitulée comme ça. Une Coupe du Monde pour le Maroc en 2030. En Égypte, ils ont une grande ambition internationale. D'ici 2030, ils auront aussi l'un des plus grands réseaux ferroviaires du monde. Ils veulent faire le meilleur train à grande vitesse en Afrique. Il va rouler à plus de 230 km/h. L'Égypte va avoir le 6e réseau le plus développé, le réseau ferroviaire, le 6e réseau ferroviaire le plus développé du monde. Ça, c'est l'Égypte. Le Maroc, une Coupe du Monde en 2030. Et nous, en Algérie, rien. Rien. Ni BRICS, ni grande réalisation économique, ni organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ni organisation de... Mis à part les Jeux méditerranéens, alhamdoulilah, Bouteflika khallana les Jeux méditerranéens. De quoi ne pas rougir de honte. Au moins, nous avons organisé les Jeux méditerranéens grâce au régime de Bouteflika. Heureusement, nous avons la grande mosquée d'Alger grâce au régime de Bouteflika. Heureusement, nous avons une autoroute ou quelques infrastructures qui sauvent un peu l'honneur du pays grâce au Bouteflika. Sinon, entre l'Algérie et le Soudan, ou n'importe quel pays les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne, il n'y aurait aucune différence. Pourquoi je vous parle de cela? Et un pays pour se développer a besoin d'une ambition, a besoin d'un rêve. Un pays pour qu'il devienne une puissance a besoin d'une ambition, a besoin d'un rêve. Les États-Unis d'Amérique sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'il y avait le rêve américain, l'American Dream. Les États-Unis d'Amérique, c'était un pays peuplé de tribus amérindiennes qui étaient totalement éloignés de la révolution industrielle du continent européen. Ce sont des migrants européens qui ont occupé le Nouveau Monde. Ce sont un groupe de commerçants qui ont fait la révolution américaine, qui ont refusé de payer les taxes à la Grande-Bretagne, qui ont défié l'Empire britannique et qui ont pris leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle et qui ont décidé de devenir la première puissance au monde parce qu'ils ont fait un rêve. Ils ont rêvé. C'est un pays territoire vierge. On va conquérir l'Ouest, la conquête de l'Ouest. On va utiliser nos richesses nationales. On va utiliser l'agriculture. On va industrialiser notre pays et un jour nous serons la plus grande puissance mondiale. Et les États-Unis sont devenus la plus grande puissance mondiale. L'histoire de l'Algérie est plus glorieuse, c'est plus ancestrale. L'Algérie est plus vieille que les États-Unis d'Amérique. Un pays quand il n'a pas de rêve, un pays qui n'a pas d'ambition nationale, c'est un pays qui est condamné au sous-développement. Le Maroc, la Coupe du Monde, c'était un rêve. Les Marocains, c'est un pays pauvre. C'est un pays qui a des dettes. Les dettes du Maroc, c'est plus de 70 milliards d'euros. La dette extérieure du Maroc, c'est un pays qui est inégalitaire. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Suède. C'est pas un pays formidable sur tous les plans. Mais c'est un pays qui a une ambition nationale. Et grâce à cette ambition nationale, nous voulons organiser la Coupe du Monde. Nous voulons être l'un des premiers pays africains, l'un des premiers pays arabes à organiser une Coupe du Monde et à relever le défi. Oui, on peut organiser une Coupe du Monde au Maghreb, dans un pays musulman, dans un pays maghrébin. Ils ont essayé à maintes reprises. Ils ont échoué en 94, ils ont échoué en 98, ils ont échoué en 2006, ils ont échoué en 2010, ils ont échoué en 2026, mais en 2030, ils ont réussi parce qu'ils ont trouvé la bonne formule, une bonne alliance avec l'Espagne et le Portugal. C'était complémentaire. L'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay ne pouvaient pas organiser la Coupe du Monde parce que ça leur coûtait trop d'argent. Et une Coupe du Monde coûte 20 milliards. L'Espagne, le Portugal et le Maroc, ça va leur coûter l'équivalent de 20 milliards de dollars. La part du Maroc sera de 5 milliards de dollars. Le Maroc, depuis les années 90, il investit dans des infrastructures, des stades à Marrakech, à Casablanca, à Rabat, même dans des petites villes, à Agadir. Et le Maroc a développé sans cesse, il a fait des études, il a fait des plannings, il a fait des planifications, il a appris de ses échecs. Il a construit, il a investi il a développé les infrastructures touristiques, il a développé les infrastructures de base dans les grandes villes du pays, qui sont Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir. Il va construire des stades d'entraînement. Il a sans cesse, n'a pas cessé d'investir. Et pourtant, c'est un pays qui est endetté. Mais c'est pas grave. C'est un pays où il y a de la pauvreté. Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave d'avoir de la pauvreté, ce n'est pas grave d'avoir de la dette extérieure, ce n'est pas grave d'avoir des inégalités. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir une ambition. Quand tu as une ambition nationale, quand tu as un rêve pour lequel tu te bats, ton pays se relève. Le Maroc s'est relevé. Sans pétrole, sans gaz, il a prouvé qu'il était possible d'être un pays sur la voie de la modernisation, sur la voie du développement, avec des défaillances, avec des déficiences. Les défaillances et les déficiences, il y en a partout, y compris en France. En France, 7e puissance mondiale, il y a des secteurs où la France, elle souffre. Tous les pays du monde souffrent, tous les pays du monde ont des problèmes. La différence entre les pays, ce qui distingue les pays, c'est ou qu'ils soient riches ou pauvres, c'est que est-ce qu'ils sont ambitieux ou pas. Les pays qui sont riches, qui se développent, sont les pays qui sont ambitieux, qui ont envie, qui ont la niaque, qui ont l'envie de réaliser un rêve. C'est le cas du Maroc. C'est le cas du Rwanda en Afrique. C'est le cas du Nigeria qui veut devenir un grand pays, l'équivalent à une puissance. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a voulu s'imposer dans le club des pays émergents au sein des BRICS. C'est le cas de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays pauvre, 100 millions d'habitants, 4 les pauvretés, etc. Le Caire, en Égypte, ils ont plus de 145 milliards de dollars de dette extérieure depuis 2021. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des ambitions. L'Égypte elle a investi pour avoir le 6e plus grand réseau ferroviaire au monde, avec l'un des meilleurs trains à grande vitesse au monde, qui va rouler. Ils ont donné des projets aux Allemands et aux Français, mais essentiellement c'est les Allemands, c'est la Deutsche Bahn, qui va exploiter les réseaux, le futur train à grande vitesse en Égypte, qui va rouler à plus de 230 km/h, notamment entre Alexandrie, le Caire et la nouvelle capitale égyptienne, parce que l'Égypte, ça fait 5-6 ans, ils sont en train d'investir sur un grand projet qui est la nouvelle capitale. 15 ans de travaux, 15 ans de projets, pour pour construire plus de 2000 km d'infrastructures qui permettront à 90% de la population égyptienne de prendre le train. C'est très important dans un pays où la voiture elle est chère, un pays qui est pauvre, où il faut toujours du carburant, il faut beaucoup de carburant pour un parc automobile géant, où les gens ont beaucoup de chômage, il y a beaucoup d'inégalités. Le train peut être un vecteur de développement, aussi un vecteur de lutte contre les inégalités sociales. Prendre le train, quand on améliore la liberté de circulation sur un territoire, on améliore la possibilité de créer du développement sur ce territoire. Là, on réduit les inégalités et on permet de créer des opportunités économiques, mais aussi des opportunités humaines. Il y aura une ligne de 660 km qui va relier Alexandrie au Caire et à la nouvelle capitale. Il y aura ensuite une ligne qui va lier Alexandrie de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge, à Ain Sokhna. Il y aura pas mal de lignes qui vont aller même jusqu'au sud de l'Égypte. Il y aura une ligne qui va aller jusqu'à Luxor, de Le Caire à Abu Simbel, de Luxor à Hurghada. Et chaque fois, à chaque projet, chaque ligne, il faudra investir entre 2 et 3 milliards d'euros. C'est ambitieux ce que l'Égypte va faire. Mais l'Égypte, c'est un pays pauvre. Les Égyptiens sont plus pauvres que les Algériens. C'est un pays plus endetté que les Algériens. Mais ils ont un rêve. Ils ont un rêve, ils ont une ambition nationale, c'est d'avoir le plus grand train, le meilleur train en Afrique, l'un des meilleurs trains dans le monde, l'un des plus grands réseaux ferroviaires au monde. C'est cette ambition qui les pousse et qui est en train de les pousser à sortir de leur pauvreté, à surmonter leur pauvreté et à intégrer les pays les membres des. Pourquoi les BRICS ont choisi l'Égypte, ils n'ont pas choisi l'Algérie? Parce qu'en Égypte, il y a une ambition, il y a un dynamisme. Donc, quand il y a une ambition, il y a du dynamisme. Quand il y a du dynamisme, il y a de la croissance, il y a de la richesse, il y a des opportunités. Et ça intéresse les grandes puissances. En Algérie, c'est quoi notre ambition? C'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Les Marocains ont voulu être le 2e pays arabe après le Qatar et le 2e pays africain après l'Afrique du Sud et le 1er pays en Afrique du Nord à organiser la Coupe du Monde. Les Égyptiens veulent être le 1er pays africain en termes de trains à grande vitesse et parmi les 6 plus grands pays dans le monde en termes de qualité, de modalité des trains et d'étendue et de l'ampleur du réseau ferroviaire. En Algérie, quel est notre rêve? Quelle est notre ambition? On voulait entrer au BRICS. Pourquoi entrer dans les BRICS? L'Égypte, voilà pourquoi elle veut. Les Éthiopiens, ils ont un rêve, devenir une puissance émergente, devenir l'équivalent devenir la Chine de l'Afrique. L'Afrique du Sud, elle a un rêve, être le pays, être la vitrine du développement en Afrique. Et les Sud-Africains pensent aujourd'hui, demain, à organiser peut-être même les Jeux Olympiques. Aucun pays africain n'a organisé encore les Jeux Olympiques. Quel est notre rêve? Quelle est notre ambition? La plus grande armée du monde, les plus grandes prisons du monde, les outils répressifs les plus puissants du monde. Nous n'avons pas d'ambition. Mais ce qu'aucun dirigeant algérien, aucun intellectuel algérien
à quelques exceptions près, n'a proposé un projet de société pour l'Algérie de 2030. Qu'est-ce qu'on va faire en 2030? Qu'est-ce qu'on sera en 2035? On parle de diversifier l'économie. Comment diversifier l'économie? On veut des exportations en hydrocarbures. Comment? On veut baisser le chômage. Comment? On connaît les problèmes en Algérie, mais pour résoudre ces problèmes, il faut un rêve, il faut une vision. C'est comme Dubaï, ils avaient une vision. On veut devenir le carrefour commercial du Moyen-Orient. C'est comme le Qatar, je veux devenir le pays le plus puissant au niveau du soft power en utilisant la culture et le sport et les médias. Nous, qu'est-ce qu'on veut utiliser? En quoi nous sommes capables de briller? Pour répondre à ces questions, il faut un projet, il faut des études, il faut des plans, il faut des discussions, il faut des débats, il faut une élite qui propose. Nous allons nous illustrer dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la pétrochimie. Dans quel domaine nous voulons nous illustrer? Quelles seront les villes algériennes de demain? Quelle Algérie de demain nous voulons créer? Tant que nous n'avons pas répondu à cette question, on ne pourra jamais surmonter les crises dans lesquelles nous sommes. Et on ne pourra jamais être une puissance régionale. Et on ne pourra jamais être un pays respecté, qui force le respect, et qui attire et qui séduit la communauté internationale. Parce que nous n'avons pas une identité à nous-mêmes. Et là, je peux proposer des solutions. Moi, je crois que l'Algérie, son avenir est en industrie. Notamment l'industrie mécanique, électronique, et dans les énergies renouvelables, et dans la pétrochimie, parce qu'avec le gaz de schiste, on est appelé à jouer un rôle important. L'énergie et l'industrie. Moi, je crois que l'Algérie pourrait, oui, organiser des Jeux Olympiques d'ici, si on peut s'enrichir, si on peut améliorer nos infrastructures. Pourquoi pas des Jeux Olympiques organisés en Algérie? Dis-nous un rêve. Le Maroc a organisé la Coupe du Monde. L'Algérie, on organise des Jeux Olympiques. Ou elle pas des Jeux Olympiques fait Alger. Ou elle pas des Jeux Olympiques fait Abdjaya. Mais on peut, c'est possible, pas maintenant. Dans 10 ans, mais le rêve de 10 ans, il commence aujourd'hui, il faut le réaliser. Mais tant que nous n'avons pas de rêve, tant que nous n'avons pas une ambition nationale pour notre pays, on ne pourra pas se développer. Et quand ils aident le rêve et les ambitions, ce sont les dirigeants qui les proposent à leur peuple. Les meilleurs dirigeants, c'est quoi? Ce sont les dirigeants qui font rêver leur peuple. Qui font rêver leur peuple. Angela Merkel, elle a fait rêver l'Allemagne, de redevenir l'Allemagne première puissance européenne, puissance géopolitique internationale, l'une des plus grandes économies du monde, malgré sa défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Poutine a donné du rêve aux Russes, redevenir la grande puissance russe qui résiste à l'Occident. C'est ça le rêve. C'est ça. Margaret Thatcher en Angleterre, elle a fait un rêve, redonner à l'Angleterre son passé, son prestige d'antan et restaurer la puissance économique de l'Angleterre. C'est ça. C'est ça, tous les pays qui sont développés. Erdogan a donné un rêve aux Turcs, redevenir l'un des 25 ou 30 pays les plus riches du monde et devenir une puissance régionale incontournable. MBS, Mohamed Ben Salman, est en train de créer un rêve saoudien, sortir d'Arabie Saoudite de ses dépendances vis-à-vis du pétrole et créer une nouvelle Arabie Saoudite basée sur l'ouverture d'esprit, le progrès scientifique, la recherche scientifique et le progrès technologique. Quel est notre rêve? Quelle est notre place? Tant que nous n'avons pas de réponse à cette question, jamais on surmontera notre sous-développement. Et on sera toujours un petit pays, et les autres pays vont nous dépasser, ils vont progresser, et nous on va reculer. Un pays qui n'est pas capable de rêver et de se battre pour réaliser ses rêves, c'est un